En plein champ d'astéroïdes ou au milieu d'une bataille spatiale, le vrai pilote de l'espace s'agrippe toujours aux commandes de son vaisseau en serrant les dents pour le lancer dans une nouvelle série d'acrobaties à grand renfort de vrille et de looping. Son cockpit, saturé d'interrupteurs, ressemble à celui d'un Boeing 747, et même dans les films les plus à cheval sur le réalisme, d'ailleurs même si ça fait mal de l'avouer, y compris le génial Apollo 13, une manœuvre spatiale ressemble toujours plus ou moins à ça, un enchaînement de secousses et de cris, les mains crispées sur un manche de pilotage. Salut les terriens, bon on ne peut pas vraiment dire que ces scènes boostées à l'adrénaline reflètent très fidèlement la réalité du métier de pilote de l'espace. Car oui, c'est un vrai métier. Il y a pour de vrai des gens qui se lèvent le matin, se brossent les dents et se rendent au travail encore un peu endormis pour piloter des vaisseaux spatiaux. En fait, ils le font même souvent à toute heure du jour et de la nuit, car dans certaines phases de vol, ces petites bêtes n'aiment pas être abandonnées à leur sort. Enfin, vous n'imaginez pas que tous ces satellites, fusées, capsules et autres sondes interplanétaires se débrouillaient toutes seules pour trouver leur chemin ? Eh bien, je vous rassure, ce n'est pas le cas. Même avec de puissants ordinateurs pour les assister dans leurs tâches, il y a bel et bien toujours des humains aux commandes. Mais justement, comment font-ils donc pour maîtriser au mètre près la trajectoire d'une capsule lancée à 27 000 km/h avec à bord 4 passagers qui espèrent avoir raison de vous faire confiance ? Et d'ailleurs, comment fait-on pour seulement savoir où elles se trouvent à l'instant T alors qu'elles foncent assez vite pour faire le tour du monde 16 fois par jour et que concrètement personne n'a plus mis les yeux sur elles depuis que la fusée a décollé ? Y aurait-il des GPS pour fusée ? Allez, aujourd'hui je vous révèle les secrets de l'un des métiers les plus classes du monde, celui de pilote de l'espace. Alors bouclez vos ceintures, c'est parti pour le grand 8, ou pas. Alors attention, des pilotes sur les épaules desquels reposait le succès d'une mission spatiale, il y en a eu, surtout aux premières heures des programmes habités. Un voyage vers la Lune de l'époque Apollo n'avait aucune chance de réussir sans le doigté précis de ses astronautes, et ce principalement pendant les 2 manœuvres les plus critiques. La première était la séparation du module de commande, suite à laquelle il revenait à son pilote d'effectuer manuellement un retournement à 180 degrés pour revenir précisément s'amarrer au LEM, resté dans la soute du 3e étage de leur lanceur, et la seconde était l'atterrissage final sur la surface lunaire, qui pour certaines missions ne s'est pas fait sans quelques sueurs froides. On peut aussi penser à l'époque des navettes spatiales, dont les pilotes assuraient manuellement la phase de vol plané vers leur piste d'atterrissage en fin de mission, mais si on prend le temps d'y penser, cette partie-là tient plus de l'aéronautique classique que du pilotage spatial. Car de nos jours, vous l'aurez compris, un véritable pilote de l'espace ne tient plus de volant, de joystick ou quoi que ce soit dans le genre entre ses mains, il ne porte pas de costume de baroudeur intergalactique, n'a pas tellement de raison de serrer les dents plus que la moyenne, et son poste de commande ne ressemble pas à celui d'un Boeing. En fait, il ne se trouve de toute façon quasiment jamais à bord des engins qu'il dirige, et vous ne verrez même pas inscrit pilote de l'espace sur son intitulé de poste, mais plus probablement quelque chose comme ingénieur opération. Bon, voilà pour les clichés, mais c'est vrai, si la forme perd un peu en style par rapport aux standards hollywoodiens, le fond n'en reste pas moins le même. Ne pas perdre de vue un engin à plusieurs millions, voire milliards de dollars pièce, lancé à des dizaines de milliers de kilomètres à l'heure, avec parfois un équipage à bord qui compte sur vos compétences pour rester en vie, et lui faire réaliser des manœuvres à l'aide de moteurs fusées pour remplir la mission qui lui a été assignée, qu'il s'agisse d'un télescope qui creusera les mystères du Big Bang, d'une sonde interplanétaire ou d'une capsule habitée à destination de l'ISS. Car oui, quand Thomas Pesquet prend place à bord d'une Crew Dragon et s'envole vers l'ISS, malgré les apparences, ni lui ni aucun de ses 3 collègues ne remplit vraiment le rôle de pilote. Ils n'ont sous la main aucune forme de commande manuelle, sauf pour ce qui est de la poignée d'annulation de mission, et en situation nominale, ils ne dirigent absolument pas la trajectoire de leur capsule. Bon attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, Thomas Pesquet est un excellent pilote. On l'a vu aux commandes de l'Airbus A300G, exercice délicat réservé aux plus chevronnés. Et oui, maintenir son appareil sur une trajectoire parabolique si précise que ses passagers flottent librement sans ressentir la moindre accélération n'est bien sûr pas à la portée de tout le monde, mais à bord d'une Crew Dragon en orbite, il est bel et bien passager, et s'il lui revient bien sûr un certain nombre de tâches à accomplir et de paramètres à surveiller, personne dans son équipage n'a à se soucier de diriger leur trajectoire. Ceux qui s'en occupent se trouvent à ce moment-là à des milliers de kilomètres d'eux, tranquillement installés derrière un ordinateur avec un café à la main. D'ailleurs, en passant, si vous avez probablement en tête ce genre d'image d'un centre de contrôle ultra moderne, avec des rangées d'opérateurs concentrés qui lèvent parfois les yeux vers un écran géant pour suivre l'avancée en temps réel du vaisseau, alors dites-vous que ce genre de salle suréquipée n'est en réalité utilisé que pour les missions les plus importantes et complexes, dont le lancement d'une capsule vers l'ISS fait évidemment partie.
Mais pour la grande majorité des satellites, une fois séparés de leur lanceur, ils sont pilotés depuis des bureaux parfaitement banals, pas spécialement grands, équipés d'ordinateurs tout à fait normaux, d'une équipe d'ingénieurs assez réduite, et encore désolé de casser le mythe, sans le moindre écran géant. Je vous jure que je ne prends aucun plaisir à ruiner vos fantasmes. Il semblerait que la réalité ne soit simplement parfois pas aussi épique qu'on le voudrait. Ceci étant dit, alors que notre capsule Dragon vient de quitter son lanceur, c'est justement le moment de la première grande question à laquelle ces pilotes devront répondre: comment faire pour savoir où elle se trouve à chaque instant dans le vide immense de l'espace ? Voilà le défi technique qui s'est présenté dès le lancement des premiers satellites. Comment déterminer la position sans cesse changeante d'un engin minuscule, ou en tout cas minuscule au regard de l'espace immense dans lequel il évolue, nous survolant à plusieurs centaines de kilomètres d'altitude, et surtout lancé à une vitesse si monstrueuse qu'il ne reste en orbite basse au maximum que quelques dizaines de secondes en visibilité d'un point donné de la Terre, sachant bien sûr qu'on attend aujourd'hui un résultat avec une précision de la position de quelques mètres, voire pour certaines missions de quelques centimètres seulement. Plusieurs solutions sont apparues au cours du temps, et les premières n'étaient clairement pas les plus économes financièrement. Les années 60 sont celles des infrastructures géantes, et la réponse a été claire: il suffit de bâtir des centres de suivi un peu partout dans le monde, et les équiper d'antennes capables de détecter le passage d'un satellite pour déterminer toutes les caractéristiques de sa trajectoire. Alors comment concrètement ? Eh bien principalement de deux façons. D'abord en faisant des relevés de position angulaire, c'est-à-dire en enregistrant dans quelle direction précise se trouve la cible par rapport à l'antenne à un instant donné, sous forme de deux angles, azimut et élévation. L'azimut, c'est la direction horizontale qui se mesure par rapport au nord géographique, et l'élévation, c'est l'angle par rapport à l'horizon. Mais ces angles à eux seuls sont des données incomplètes, souvent insuffisantes, car ils donnent pour chaque relevé la direction dans laquelle la cible est vue, mais aucune information sur la distance à laquelle elle se trouve. Il manque donc une dimension sur 3, et on leur a alors ajouté ce que l'on appelle les mesures Doppler, qui demandent cette fois la participation active du satellite. Pour réaliser de telles mesures, l'antenne envoie cette fois un signal vers ce dernier, qui aussitôt reçu le renvoie à l'identique vers la station de suivi. Les calculateurs de cette dernière vont alors en déduire deux informations. D'abord la distance de la cible en mesurant le temps mis par le signal à faire l'aller-retour, connaissant bien sûr le temps de traitement intermédiaire du satellite, mais aussi sa vitesse de rapprochement ou d'éloignement, car le signal renvoyé par le satellite se voit modifié par l'effet Doppler et le décalage de fréquence mesuré par l'antenne suffit à fournir cette nouvelle information supplémentaire. Une fois toutes ces précieuses mesures réalisées par une station de suivi, celles-ci pouvant, vous l'avez compris, se trouver à peu près n'importe où sur le globe, elles sont envoyées au centre de contrôle, dont les ordinateurs se chargent alors de donner un sens à tous ces angles, ces fréquences et ces temps de traitement pour reconstituer a posteriori, le plus précisément possible, le passage du satellite au-dessus de l'antenne. Voilà pour les solutions à l'ancienne, qui sont d'ailleurs toujours utilisées telles quelles pour les missions interplanétaires. Mais rien de tel à bord de notre Crew Dragon ultra moderne, car de nos jours, pour suivre un vaisseau en orbite basse, il existe un moyen bien plus simple, bien moins cher et encore plus précis que ces gigantesques antennes de suivi. Et cette solution s'appelle le GPS. Et oui, tant qu'on ne se trouve pas trop loin de la Terre, ça reste encore de loin la façon la plus accessible et efficace de connaître sa position. Alors comment est-il possible d'utiliser des satellites pour suivre d'autres satellites ? Eh bien parce que ceux de la constellation GPS, de même que ses équivalents européens Galileo et russes GLONASS, se trouvent sur des orbites d'altitude dites moyennes autour de 20 000 km de la Terre. Certes, ils sont en dessous des géostationnaires qui ne peuvent donc pas bénéficier de leurs services, mais ils sont encore très loin au-dessus de ceux restés en orbite basse, dont fait partie notre capsule et qui évolue à quelques centaines de kilomètres de la surface seulement. Il n'y a donc pas de raison de s'en priver, et les Crew Dragon, comme la plupart des satellites modernes, sont équipés de récepteurs GPS exactement comme votre voiture, mais avec le souci des routes et des ronds-points en moins. Toutes les quelques minutes ou secondes suivant les phases de vol, les données de positionnement GPS sont enregistrées par l'ordinateur de bord, puis transmises au centre de contrôle dans la télémétrie. Encore une fois, les ordinateurs au sol se chargent de faire une sorte de moyenne de toutes ces données pour reconstituer après coup la trajectoire du vaisseau. Voilà donc comment suivre la position d'un satellite avec des antennes et des GPS. Mais il n'y a pas quelque chose qui vous gêne ? Toutes ces méthodes permettent de savoir la trajectoire passée une fois les données collectées et les calculs faits. Mais du coup, on ne sait jamais où est notre engin maintenant, au moment où on pose la question. Eh bien, effectivement, les mesures de position traitées par les centres de contrôle sont toujours une image du passé. Elles sont réalisées plusieurs minutes, voire plusieurs heures avant d'être compilées, et de donner enfin aux opérateurs une idée de l'endroit où se trouvait le satellite à un instant donné.
Mais à 27 000 km à l'heure, autant dire que celui-ci a forcément parcouru pas mal de chemin depuis et se trouve possiblement déjà à des milliers de kilomètres de là. Mais au fond, est-ce si grave de ne pas savoir par des mesures précises où il se trouve maintenant ? Eh bien, pas vraiment, car encore une fois, contrairement à ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, on ne pilote ici rien en direct, rien n'est fait en temps réel. En plus, le trajet parcouru par un objet en orbite terrestre est assez prévisible. Grâce à des modèles physiques simulant les forces qui agissent sur notre capsule, il va ainsi être possible de prédire avec une précision redoutable le futur de notre appareil pour les heures et même les jours à venir, soit plusieurs dizaines voire centaines de milliers de kilomètres de sa course folle. Voilà donc concrètement comment se déroule un cycle de pilotage pour les ingénieurs en charge des opérations. Dans un premier temps, ils récoltent donc les données de mesure de position. Elles peuvent provenir des récepteurs GPS embarqués, de plusieurs antennes de suivi, voire même d'autres capteurs spécialisés, et le plus souvent d'un peu tout ça à la fois. Un premier traitement réalisé par les logiciels du centre de contrôle, appelé restitution d'orbite, va alors avoir pour tâche de donner un sens à toutes ces données faites avec des outils différents, à des instants différents, pour reconstituer une trajectoire et fournir, pour une date la plus récente possible, des coordonnées fiables de position et de vitesse. Une fois ces coordonnées connues, on va pouvoir commencer à faire des projections. Des modèles physiques sont chargés de simuler avec une précision redoutable tout ce qui va avoir un effet, même minime, sur la course du satellite. Dans le vide, la moindre perturbation peut avoir des conséquences considérables. On va donc non seulement simuler les effets du champ de gravité terrestre jusqu'en dans les plus petites variations géographiques, mais aussi prendre en compte les frottements de l'atmosphère résiduelle, la pression infime des radiations solaires, les attractions de corps plus lointains que sont le Soleil, la Lune, voire même Jupiter pour les calculs les plus fins. On ajoutera parfois même des effets de marée océanique et terrestre qui modifient localement le champ de gravité. En fait, plus ces modèles seront détaillés, meilleure sera la projection. L'algorithme chargé de faire cette projection est appelé un extrapolateur d'orbite, et il va pouvoir, en utilisant ces modèles physiques, et après souvent un temps de calcul non négligeable, prédire la position future de notre satellite dans les heures et les jours à venir, avec une précision bien sûr de plus en plus faible avec le temps, mais qui, pour vous donner un ordre de grandeur, reste après plusieurs heures de l'ordre de quelques dizaines de centimètres pour une date connue à la milliseconde près. Voilà donc avec quelle précision travaillent les vrais pilotes de l'espace. Ah, c'est sûr que c'est autre chose qu'un créneau avec le Faucon Millenium. Mais bon, savoir où on est ne fait pas tout, encore faut-il être capable de se rendre à sa destination. Restons sur l'exemple de notre capsule, la destination de l'ISS. Une fois séparée de son lanceur, le rendez-vous va se faire en plusieurs étapes. Il va falloir monter peu à peu en altitude et ajuster finement les paramètres de l'orbite pour venir coller à ceux de la station. Chaque donnée, parmi le rayon, l'inclinaison ou encore l'excentricité de l'ellipse parcourue autour de la Terre, vont faire l'objet de manœuvres spécifiques pour en corriger peu à peu la valeur, et le travail du pilote, et même si ce n'est pas son vrai nom, j'aime bien continuer à l'appeler comme ça, va maintenant être de programmer les poussées que devront réaliser les moteurs du vaisseau pour caler précisément l'orbite sur cette visée. Bien sûr, j'insiste là-dessus, aucune de ces manœuvres n'est faite en direct par qui que ce soit. Une fois tous leurs paramètres de poussée calculés, elles sont d'abord intégrées aux simulations informatiques pour vérifier qu'elles auront bien l'effet escompté, puis elles sont transmises plusieurs heures à l'avance à l'ordinateur de bord de la capsule qui se contentera d'exécuter les instructions à l'instant voulu. Ainsi, poussée après poussée, celle-ci finira par arriver à destination. Le voyage avec tous ces lents ajustements auront pris au total une vingtaine d'heures, soit tout de même beaucoup moins que pour la plupart des satellites inhabités, histoire de ne pas garder l'équipage enfermé dans un habitacle étroit plus longtemps que nécessaire. Une fois arrivé à proximité de la station, une dernière phase de rendez-vous plus lente et délicate commence, car il s'agit de ne pas provoquer de collision. Cette dernière partie du voyage démarre une fois que l'ISS est en vue et que les capteurs de la capsule sont en mesure de déterminer eux-mêmes leur écart à la cible. Cette phase aussi est automatisée et comme elle demande des calculs moins complexes que la précédente, elle est cette fois laissée à la charge de l'ordinateur de bord lui-même qui guide alors lentement le véhicule jusqu'à sa destination. Quant aux satellites ordinaires qui n'ont pas à retrouver de station en orbite, eh bien ils ont en réalité exactement le même travail de rendez-vous orbital à accomplir. Pour eux, on peut imaginer l'orbite finale qu'ils visent comme une station virtuelle, un point tournant autour de la Terre qu'il faudra rejoindre en passant par les mêmes étapes que la Crew Dragon, à la seule différence qu'il n'y aura rien de matériel à retrouver à l'arrivée. Pour eux aussi, il s'agira de relever l'orbite jusqu'à la bonne altitude, d'ajuster l'inclinaison, l'excentricité et le reste des paramètres, et ce en faisant exactement le même genre de manœuvre. Suivant la mission à accomplir, il faudra monter jusqu'en orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude, ou tourner autour de la Terre par les pôles pour caler son rythme sur celui du Soleil.
Il faudra parfois s'insérer au sein d'une constellation, comme les Starlink que l'on évoquait la semaine dernière, et parfois même c'est sur la route de la Lune, de Mars ou de plus loin encore qu'on viendra se placer. Puis cette phase débouchera sur la seconde partie de la vie d'un satellite, à savoir sa mission active proprement dite, pendant laquelle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le pilotage n'a pas du tout fini son travail. Et oui, même une fois arrivé à bon port sur l'orbite voulue, un engin spatial passera son temps à essayer de s'en écarter. La faute à toutes les perturbations que l'on évoquait plus tôt, comme l'irrégularité du champ de gravité terrestre, la pression des radiations solaires, le freinage atmosphérique, etc. Et les ingénieurs des opérations n'ont donc pas d'autre choix que de continuer à suivre à la trace leur appareil pour, après la mise à poste, l'étape que l'on appelle le maintien à poste. Et si le rythme est alors nettement ralenti, les cycles de pilotage continuent de s'enchaîner pendant toute la durée de vie du satellite, mesure de localisation grâce aux antennes de suivi et au système embarqué, restitution de l'orbite par les ordinateurs du centre de contrôle, extrapolation de la trajectoire pour les jours à venir, détection des écarts des paramètres orbitaux, et enfin, si nécessaire, programmation d'une manœuvre. Une fois celle-ci accomplie, un nouveau cycle de restitution d'orbite permettra de savoir si tout s'est bien déroulé et si les paramètres sont bien retournés dans les marges prévues par le cahier des charges de la mission. Ainsi, les pilotes d'engins spatiaux ne travaillent jamais au présent, leurs systèmes de positionnement leur fournissent toujours des informations sur une situation passée et ils donnent leurs ordres aux satellites sous forme d'un emploi du temps à venir, une sorte de frise temporelle des actions futures que l'ordinateur de bord déroulera ensuite à la lettre en espérant que tout se passe comme voulu. Le pilotage spatial est donc un art qui s'inscrit dans un temps long, et c'est d'ailleurs bien pour ça qu'il n'est absolument jamais montré sous son vrai jour au cinéma, car même dans les phases les plus stressantes d'un décollage, personne ne serre les dents en crispant les mains sur un volant, personne n'esquive la moindre météorite, et même les manœuvres d'évitement de débris les plus critiques sont calculées des heures voire des jours à l'avance. Ceci dit, la réalité du voyage de ces vaisseaux que l'on envoie traverser l'espace pour explorer le système solaire continue d'en faire un métier à part, le seul sans doute où les pilotes ne voient jamais leur véhicule de leurs propres yeux, mais aussi le seul permettant d'explorer des mondes extraterrestres nouveaux et de dévoiler aux yeux du monde les mystères du cosmos. Et voilà les terriens, vous savez presque tout maintenant du métier fascinant de pilote de l'espace. Pour les plus jeunes d'entre vous qui rêveraient d'ailleurs d'en faire le leur et de prendre place un jour dans une salle de contrôle du centre spatial de Toulouse ou d'ailleurs, le parcours à suivre est généralement un cursus d'ingénieur en aéronautique et espace, avec si possible un approfondissement en mécanique spatiale. Il n'y a plus qu'à se retrousser les manches, bon courage à vous. J'espère en tout cas vous avoir appris 2 ou 3 choses sur la façon dont sont réellement pilotées les capsules et autres sondes dont on raconte ici chaque semaine l'émission. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour vous. Et n'oubliez bien sûr pas le pouce, l'abonnement, la cloche. Quant à moi je vous retrouve très bientôt pour la suite. Salut les terriens!